En marge du cinquantenaire de l'Union africaine, le chef d'État et du gouvernement du continent se sont réunis à Addis Abeba en toile de fond la situation dans la région des Grands Lacs. Célébration ce dimanche 26 mai de la fête du jeu. L'objectif est faire connaître l'activité ludique comme un outil. Constant Omari Selemani, de nouveau porté à la tête de la FECOFA, telle a été la grande décision de l'Assemblée générale ordinaire élective tenue à Kindu le 24 mai. Antenne A, le journal James Katambwa. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour la fidélité à la chaîne de référence, à une page magazine en toute fin de ce journal. Elle sera consacrée au point de presse tenu le 14 mai dernier à Malabo par le président équato-guinéen Teodoro Obiangema. La page magazine sera signée Solange Kwale et Ange Kassa. Après la signature de l'accord cadre de février 2013, les 11 chefs d'État ont eu leur première réunion des pays signataires en marge du sommet de l'Union africaine ce dimanche 26 mai en Éthiopie. Patrick Borel-Mukendi pour le commentaire. Les 11 chefs d'État africains qui ont signé l'accord d'Addis Abeba sur la paix dans l'Est de la RDC en février dernier se sont réunis ce dimanche 26 mai dans la capitale éthiopienne en marge de la célébration du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Le chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a discuté avec ses homologues du Rwanda et l'Ouganda. Jusque-là, la quintessence de la réunion n'a pas été dévoilée. Avant cette réunion, le secrétaire général de l'ONU, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, a affirmé qu'une paix durable dans le Grand Lac n'est possible que si tous les pays signataires travaillent en cohésion pour sortir de l'impasse politique et créer une nouvelle dynamique en faveur de la sécurité de la population et du développement économique. Cet accord cadre signé par 11 pays d'Afrique sous la supervision des Nations Unies interdit notamment aux signataires de pôler les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Son objectif est de restaurer la paix dans la partie est de la RDC en proie aux groupes armés durant les 2 décennies. Prenons à présent cette interview du secrétaire général de CULPAC, M. Daniel Santou Biko. Interview qu'il a accordée à nos confrères de la RTNC. Mais ce que font les M23, c'est inadmissible et inacceptable. Parce qu'ils disent qu'ils sont les enfants de ces pays. Mais comment pourraient-ils massacrer des femmes, massacrer les enfants, prendre les enfants pour qu'ils puissent aller travailler dans des mines, alors qu'on pouvait bien organiser les pays autrement avec ça, si c'était des gens intelligents. Moi, je crois que il serait mieux qu'ils prennent des machines agricoles au lieu d'aller acheter des machines de guerre pour qu'on puisse, parce que Kivu c'est une zone agricole. Alors si on va en faire une zone de rébellion, là on vous dit que c'est inacceptable. Donc nous ne le voulons pas. Moi je ne suis pas politicien, mais je vous dis que nous ne sommes pas d'accord avec ce système de gens. Et plus, ils manquent du respect même à l'ONU. Parce que ce sont des gens qui se croient, on dirait qu'ils sont au niveau, je ne sais pas, vers Dieu. Ceux qui viennent dans la faiblesse resteront toujours en place. Ça, je vous l'ai dit. Et ici, moi, je remercie les autorités de mon pays parce que la manière qu'ils traitent ces dossiers, c'est avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Mais la solution finale, les M23, on va oublier ces mots un jour. La vérité, là, ils ne sont pas dans la légalité. Ils vont partir. L'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo, Ibrahim Ashraf, a remis au nom de son gouvernement des machines de travail pour la formation professionnelle à l'INPP. Cette remise a eu lieu dans l'enceinte de cet institut sur 11e rue Limité, le vendredi 24 mai dernier, en présence du ministre du Travail. Reportage Sylvie Fortuné Mboula et Pepito Matondo. C'est dans le but de redynamiser la coopération dans le secteur professionnel de la République d'Arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo que l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Ibrahim Ashraf, a remis les machines pour perfectionner la formation professionnelle. Ce geste de considération a été salué par le numéro 1 de l'INPP. D'abord, il faut commencer par remercier son Excellence, M. l'ambassadeur d'Égypte, qui est le donateur toujours, parce qu'il est venu il n'y a pas longtemps. Et voilà qu'aujourd'hui, comme l'a dit si bien dit son Excellence, M. le ministre,
il est passé de la parole à l'acte. Les bénéficiaires de ces matériels de grande valeur doivent s'en servir à bon escient car ces matériels seront bénéfiques pour plusieurs promotions de l'INPP, a déclaré le ministre de l'Emploi, Modeste Bati, présent à cette cérémonie. Il va se tenir à Kinshasa du 25 au 29 juin prochain, sous le haut patronage du Premier ministre Matata Mponyo, la 4e édition de la conférence des chefs d'établissement et de l'exposition des œuvres d'esprit. L'annonce a été faite à la presse ce samedi 25 mai 2013 par les ministres de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Sylvain Kapombobo Sengele Ndailambochi pour le reportage. Pour cette 4e édition, les thèmes retenus est l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, facteur de développement de la société congolaise. Selon Bonaventure Chelo, le numéro 1 de ces ministères, cette grande rencontre des scientifiques congolais est une occasion propice qui leur permettra d'échanger autour de la question liée au développement de notre pays et les mesures d'application pour les rendre plus durables. Le ministre Chelo reste convaincu que l'enseignement supérieur demeure le seul et vrai moyen pour rattraper ces retards. Tout secteur de la science implique qu'il fasse la recherche scientifique et la recherche scientifique d'une façon pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut initier déjà les étudiants à l'esprit de créativité. Déjà avec les travaux pratiques dans toutes les sections et dans toutes les facultés. Mais pour que nous allions plus vite de l'avant, il faudrait une recherche à caractère technique. C'est pourquoi dans notre gouvernement de la République, nous songeons déjà à développer, à créer davantage des écoles à caractère technique. Les écoles techniques doivent se multiplier davantage pour donner le goût aux enfants depuis l'école secondaire à faire du professionnalisme, pas seulement ça, mais de faire un enseignement beaucoup plus professionnel. Durant 5 jours, des conférences seront animées autour du thème par des orateurs qui viendront des 4 coins de la RDC. À chacun sa foi, nous sommes là bien sûr en religion. Les fidèles kimbanguistes du monde entier ont célébré le samedi 25 mai 2013 la Noël à Kinshasa, au centre d'accueil kimbanguiste à Kasavubu. La cérémonie s'est déroulée en toute fraternité avec les messages clés du révérend Sorbins sur la paix et la bénédiction. Africa Mujinga et Pepito Matondo. C'est la 13e célébration de la Noël chez le Kimbanguiste. Institué depuis 2000, le fidèle du vert et blanc commémore la nativité du Christ le 25 mai de chaque année, date qui coïncide avec la naissance de Jésus-Christ incarné dans Dialungana Kiangana, qui veut dire l'accomplissement. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 25 mai représente la nativité, c'est-à-dire la Noël pour nous Kimbanguistes. La vraie date de la naissance de Jésus-Christ, le 25 mai. Et le message que nous pouvons lancer, c'est le message de paix, de joie, parce que l'enfant nous est né, nous a apporté la bénédiction. Et nous demandons aux autres ici aussi de nous rejoindre, parce que partant de la Bible, partant de la prière, les Kimbanguistes ont découvert que la vraie date de la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai. Parce qu'il est connu de tous que le 25 décembre est une date conventionnelle. Ce n'est pas la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée, drapelet à la main, chant, collecte d'argent ou titani et défilé étaient au rendez-vous. Sachez tout de même que le 13e anniversaire a un caractère spécial, occasion d'implorer la paix du Christ pour les Congolais qui sont particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. D'une célébration à une autre, celle-ci est célébrée le 26 mai de chaque année. Tenez-vous bien, il s'agit de la journée de la fête du jeu.
Cette fête a pour objectif de faire reconnaître l'activité ludique comme un outil d'apprentissage et de transmission du savoir. C'est aussi une expression d'échange culturel entre le peuple et les générations. Patricia Molengombo-Lekuni et Ndaï Lambochi. C'est depuis une décennie que la communauté internationale célèbre la journée de la fête du jeu. Une journée consacrée à la fête du jeu libre dans sa forme, mais s'inscrit dans le respect d'une charte, à savoir la gratuité, c'est-à-dire la participation à la fête du jeu est gratuite pour tous. L'universalité, cela renvoie à dire que le jeu est pour tous, de tout âge, de toute origine et de toute culture. La fête du jeu rend hommage au jeu sous toutes ses formes, de jouer aux jeux de société qu'il exerce à l'intérieur d'une salle ou en plein air, qu'il soit traditionnel ou qu'il utilise de supports informatiques. Ceci fait référence à la diversité. La fête du jeu se pratique partout. Elle ne saurait se cantonner à la maison et pourra investir de lieux publics, des institutions, les familles et les rues. La fête du jeu est aussi un espace de jeu créé, c'est-à-dire le temps d'une journée pour permettre aux passants, qu'ils soient connaisseurs avertis ou simples promeneurs, de faire satisfaire leurs envies ludiques. Partage et rencontres sont au cœur de cette fête et chacun peut y trouver son compte à travers un large choix de jeux adaptés à tout nombre de joueurs et à tous. Ouvrons notre chapitre sport avant de prendre la page magazine. Les élections tant attendues qui ont soulevé tollé et montagne ont finalement eu lieu à Kindu le 24 mai dernier. Il ressort de ces assises, je parle là bien sûr des élections à la Fédération congolaise de football association. Il ressort de ces assises que Constant Omari Selemani a été réélu à la tête de cette institution fêtière du football pour 4 ans. Témoin de l'événement, Papi Katassi et Rigomolopo. Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a vécu au rythme de l'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération congolaise de football association le 24 mai dernier. De l'accueil triomphal à l'aéroport national, en passant par les traditionnels bains des foules, jusqu'à l'audience auprès du vice-gouverneur, Constant Omari aura vécu l'un des jours mémorables de sa vie. Comme en 2005 à Kisangani, 2009 à Lumbashi, Omari Constant a été élu sous la terre de ses ancêtres à la tête de l'institution fêtière du football en RDC pour un bail de 4 ans. Il faudrait consolider les acquis et voir comment renforcer notre positionnement au sein de ces deux compétitions. Au niveau de la formation, il faudrait un certain nombre de réformes et le renforcement des capacités en matière des ressources humaines. Pour les restes, Chimanga, Massamba, Kantka Songo, Bobo Bondembe et Binamungu conservent leur poste de vice-président. Font leur entrée au comité Tambwe Lubamba et Mputu, respectivement comme 5e vice-président et membre. Sita Munda Bissimwa Jeff Chomba se voit confirmé comme membre du bureau exécutif. Ces assises se sont déroulées en présence de M. Anjoré Moucharaf, représentant de la CAF et de la FIFA, Mme Mado Ekene, représentante du comité olympique congolais, ainsi que d'un délégué du ministre Banzamou Kalai Sungu. Les rendez-vous pour l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football association est fixé pour l'an prochain à Kananga, au Kasaï occidental. Sport, toujours, il s'est tenu depuis peu au cercle de tennis de Kinshasa, le 2e Open international de la petite balle jaune. Au terme de cette compétition, chez les simples messieurs seniors pro, le numéro 1 congolais Aboma Indondo l'a emporté face à Pavé Bokata. Le film complet de cette compétition dans ce reportage signé Ndaye Ilambwechi, Damien Maungu et Rigomolopo. Plus de 200 tennismen ont pris part à ce 2e Open international du cercle de Kinshasa. Les organisateurs ont gratifié le public des 4 finales en couleur lors de la clôture le samedi 25 mai 2013. Chez les vétérans, Pierre Rissassi a battu Alex Gallora sur le score de 17-0. Dans la catégorie des amateurs, le jeune Christian Moulu a eu raison d'Olivier Païpaï sur la marque de 17-0, soit 7-5 et 6-4. Chez les dames, Nasionia a dicté sa loi sur Tania Bassambi de 17-0.
La dernière finale chez les pros a tenu en haleine les amoureux de la petite balle jaune. Égal à lui-même, très physique, Denis Abouma Indondo a gagné Pavi Bokata sur le score de 17-0, soit 6-1, 6-2. C'est pour Hugo et son sponsor de la BCDC, représenté par l'administrateur Yves Kupers. C'est dire contre Pavé et surtout moralement, parce que le tennis c'est surtout la tête. Il n'y avait pas de match facile pour moi, donc même si tu gagnes 6-1, 6-1, il faut savoir gérer, il faut savoir garder le même rythme pour gagner. Donc tous les matchs étaient difficiles. Les plus heureux sont les organisateurs. Je ne vous ai pas parlé, mais cette année, cet Open a été valorisé par la venue de joueurs étrangers. On a pu voir des gens de l'Ouganda nous rejoindre, des gens du Gabon, du Niger et puis de nos frères congolais d'en face. Donc ces gens-là m'ont fait énormément plaisir parce qu'ils sont venus donner une plus-value à notre tournoi. On n'est plus isolé comme on l'était par le passé où nos champions devaient s'expatrier pour aller croiser la raquette comme on dit. Là en l'occurrence ces étrangers nous ont fait un grand honneur de venir chez nous avec plus ou moins de bénéfices. Le rendez-vous est fixé pour la 3e édition l'année prochaine. On en vient présentement à la page magazine annoncée en début de journal, page magazine qui a trait à ce point de presse tenu le 14 mai dernier à Malabo par le numéro 1 équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Mais avant cela, c'est bref qui concerne justement ces pays et les élections qui se sont tenues là-bas aujourd'hui. On nous signale qu'à la mi-journée, aujourd'hui, malgré une pluie battante, on constatait une affluence moyenne dans les bureaux de vote de Malabo, la capitale. Les bureaux de vote fermeront à 20h locales. Ces pays d'Afrique centrale, producteurs de pétrole et dirigés depuis 33 ans par les présidents Teodoro Obiang Nguema. L'issue du scrutin n'est fait aucun doute. Les partis au pouvoir a formé une coalition électorale regroupant la quasi-totalité des partis politiques du pays. Seuls 2 partis d'opposition, la Convergence pour la démocratie sociale, CDPS, et Action populaire, AP, ont présenté des candidats indépendants. Dans l'Assemblée sortante, 99 députés sur 100 étaient membres du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, formation fondée et présidée par les présidents Teodoro Obiang Nguema. Allez, donc, en prélude justement à cette élection d'aujourd'hui en Guinée équatoriale, près de 50 journalistes ont fait le 13 mai dernier le déplacement de Malabo pour prendre part au point de presse animé par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema le 14 mai 2013. Suivez pour en avoir les carnets et tous les détails possibles, cette page magazine signée Solange Kwale Pembele et Ange Kassa. Nous sommes le 13 mai 2013. Une cinquantaine de journalistes des médias africains foulent le sol de Malabo, la capitale politique de la Guinée équatoriale. But de ces voyages, participer à la conférence de presse qui sera animée le lendemain, c'est-à-dire le 14 mai 2013, par le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo. C'est au Palacio del Pueblo, entendez, à la présidente de la République de Malabo, qu'a eu lieu les face-à-face Obiang Nguema et les journalistes comoriens, camerounais, béninois, ivoiriens, centrafricains, congolais de Kinshasa et de Brazzaville et bien d'autres. Pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême, le président équato-guinéen a échangé avec un nombre si important de journalistes africains. Au menu de cette rencontre, non seulement les élections sénatoriales, législatives et municipales prévues le 26 mai 2013, mais également le boom pétrolier, la crise en RDC, l'impérialisme et la fameuse question des biens mal acquis. À ce sujet, le président Obiang Nguema pense qu'il est injuste aujourd'hui de juger les biens qu'ont les Africains en Europe de mal acquis, d'autant plus qu'ils ont été achetés. Pourquoi alors, se demande ce panafricaniste, les avoirs des Arabes en Europe ne sont pas ainsi qualifiés?
Il s'agit donc là de la discrimination pure et simple, a indiqué le président Obiangema. Puisque l'image de l'Afrique aujourd'hui ternie ne pourra être bien présentée que par les Africains, le président Obiangema Mbasogo a lancé un appel à ses pairs africains qui devront donner plus de moyens à la presse africaine afin qu'elle devienne puissante. La presse dont il a salué la présence à Malabodos. Je vous remercie pour la participation à cette grande conférence de presse parce que c'est la première fois ici en Guinée équatoriale que j'ai reçu beaucoup de journalistes africaines qui viennent participer dans ces rencontres et surtout pour votre vision pour la Guinée équatoriale. Je vous remercie en même temps pour le sélos que vous faites pour la Guinée équatoriale. Vous savez que nous pensons que notre pays doit se développer progressivement avec le pays africain parce que nous pensons que c'est le moment que nous devons surmonter toutes les difficultés que nous pose l'ancien puissant colonial. Nous sommes maîtrisés pour le puissant colonial. C'est la raison que nous devons commencer à travailler fortement. En même temps, j'ai demandé aux dirigeants africains de potentialiser la presse, leur presse. Parce que la presse, c'est le moyen qui va annoncer le progrès du continent africain. Parce que nous n'attendons pas que ce soit la presse occidentale. Nous devons prendre notre responsabilité pour changer notre pays, notre continent. Parce que comme ça, je crois que l'Afrique connaîtra les meilleurs résultats. Le fait que nous sommes noirs, ce n'est pas un problème. Nous avons le même talent que le dirigeant occidental. Nous sommes africains, nous avons notre culture. C'est la raison qu'il faut travailler avec la mentalité purement africaniste. C'est la raison que je vous vraiment encourage de travailler pour la nouvelle vision du continent africain. Pour le locataire du palace d'El Pueblo, son divorce avec la presse occidentale est déjà consommé. Malgré la transformation que connaît son pays depuis quelques années grâce au boom pétrolier, le numéro 1 des Guinéens reste modeste. Pour lui, la Guinée équatoriale n'est pas encore un pays émergent. Il aspire le devenir grâce au programme économique dénommé Horizon 2020. Aspiramos à l'émergence. Non, la Guinée équatoriale, mon pays, n'est pas encore un pays émergent. Mais nous allons l'atteindre car nous aspirons, comme tous les pays du continent, à l'émergence d'ici 2020. Nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Le progrès est visible certes, mais la Guinée équatoriale éprouve encore des difficultés à cause de manque d'une main-d'œuvre qualifiée, a indiqué le président Obiangema. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont orientés pour le développement des secteurs éducatifs, sanitaires et agricoles. Au sujet de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, Théodore Obiangema estime qu'il revient d'abord aux Congolais eux-mêmes de dialoguer au niveau interne. En ce qui concerne les pays de la sous-région, a-t-il déclaré, ces derniers n'ont pas reçu un mandat des Nations Unies et de la République démocratique du Congo pour agir comme en RCA. Quelques journalistes présents à ce point de presse se sont exprimés en ces termes. Le président Obiangema est apparu sous nos yeux comme celui qui veut promouvoir le panafricanisme. Quelqu'un qui a une vision claire, n'est-ce pas, et du développement de son pays et du développement de l'Afrique, et quelqu'un qui aussi ne veut pas, voudrait bien faire feu de tout bois pour que la presse africaine soit responsable, participe à la construction du continent africain, afin que définitivement le continent noir puisse rentrer dans l'histoire. C'est une grande première qu'un chef d'État
fasse venir dans son pays, ouvre les portes de son pays à la presse panafricaine. C'est très rare que cela se passe dans nos pays. Mais je crois qu'il y a un message très fort. Très fort pourquoi? D'abord, le message qu'il envoie à ses homologues africains, lorsqu'il dit il faudrait que les chefs d'État africains soutiennent la presse dans leur pays. Mais c'est un message, de mon point de vue, très très fort, parce que nous contribuons à la marche de la démocratie et c'est normal que les chefs d'État essaient un peu de détendre les cordons de leur bourse, pourquoi pas, pour financer même la presse privée. Et moi, je souhaiterais que ce message soit entendu par les autres chefs d'État qui doivent soutenir la presse dans leur pays. Autre message très fort, lorsqu'on lui a posé la question de savoir, oui, Monsieur le Président, la Guinée équatoriale aujourd'hui est en train d'émerveiller un peu la communauté internationale au regard justement des investisseurs qui arrivent à Malabo. Il a dit simplement que je n'ai pas de secret. Et c'est ça qui m'a frappé. Je n'ai pas de secret. Le seul secret, c'est que l'argent qui provient de la rente de la vente du pétrole est investi dans les chantiers. Quant aux élections sénatoriales, législatives et municipales de ce 26 mai 2013, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour son bon déroulement en toute liberté et transparence. À ce sujet, un accord sur le civisme politique a été signé avec les partis politiques de l'opposition. En dehors du PDG parti au pouvoir, 13 partis politiques de l'opposition participent à cette course au pouvoir. Chacun d'eux a reçu du gouvernement 350 millions de francs CFA pour mener à bien la campagne électorale. Au total, 100 sièges sont à pourvoir pour la députation, 70 au Sénat et 36 pour les mairies. Pour cela, la commission électorale a prévu 1300 bureaux de vote. Les journalistes africains ont également mis à profit leur séjour à Malabo. Ils ont en effet visité la centrale à gaz des Punta Europa, exploitée par Engie depuis 2007. C'est ici où réside la force de la Guinée équatoriale. 25 000 mètres cubes de production de gaz par jour, 1500 employés, dont 900 nationaux. À EGLNG, nous produisons environ 25 000 mètres cubes par jour. Oui, du gaz. 25 000. Donc nous transformons du gaz à l'état gazeux à l'état liquide et c'est environ 26. En moyenne 25 000 mètres cubes. Par exemple celui-là il est arrivé hier et il est encore là parce qu'on est en train de charger. Il a une capacité d'environ 140 000 mètres cubes. Donc c'est pas un truc qu'on peut faire en 2-3 heures. C'est un truc qui prend du procès parce qu'il faut aussi qu'on assume la sécurité du personnel sur le bateau et tout. Donc, comme on sait, l'hydrocarbure, c'est dangereux, mais on fait tout pour que tout se passe très bien, quoi. À Sipopo, les hommes et femmes des médias ont palpé du doigt les effets du boom pétrolier. Que de nouvelles routes, autoroutes et nouveaux immeubles qui pilulent comme des champignons. Ça, la presse a aussi apprécié. J'ai comme l'impression qu'il y a une vision. Les dirigeants de ce pays ont une vision. On a l'impression aussi qu'on sait où ce qu'on va. Et que l'Afrique n'est vraiment pas mal partie, comme disait Dumont. Les investissements sont bien menés. Et il se trouve que les dirigeants sont tous invités à surveiller, à contrôler ces investissements. On sait vraiment là où on va. Je reste néanmoins assez optimiste par rapport à ce que moi je vois ici, par rapport, je disais tantôt, à l'émergence même de l'Afrique. Ce qu'on a vu ici, ce sont des projets, des grands projets de développement. Le pays, je peux dire que c'est un pays qui est en marche, parce que c'est pas seulement ce que le président a dit, mais nous avons fait des visites de terrain. Les choses ont évolué. Ce n'est pas la Guinée équatoriale des années 70 et un peu avant, la Guinée était considérée comme un pays pauvre parmi les pays pauvres du continent, mais le pays, moi je peux dire que par rapport à ce que j'ai vu ailleurs dans différents pays du continent, le pays évolue. Avant de quitter Malabodos, le vendredi 17 mai dernier, dans la journée, les journalistes ont été conviés à un point de presse tenu par le président de la transition centrafricaine au centre des conférences de Sipopo.
Michel Jotoja a fait la restitution de la tournée effectuée auprès de ses pairs. C'est le soir que les professionnels des médias africains ont dit au revoir à Malabo, la ville lumière. Nous, c'est à présent que l'on vous dit au revoir. C'est en effet la fin de cette session d'information. Merci pour votre sympathique attention. Restez fidèles au programme de la chaîne de référence qui sont tout simplement alléchants. Lundi 19h, Jennifer Valentin.